Depuis que nous sommes enfants, nous mettons le monde dans des boîtes. Le haut et le bas, la droite et la gauche, le chaud et le froid, le masculin et le féminin, le pur et l'impur. Ces grandes catégories nous semblent naturelles, évidentes. Elles sont la structure même de notre pensée, les étagères sur lesquelles nous rangeons la réalité pour qu'elle ait un sens. Mais si ces boîtes n'étaient pas naturelles du tout, si elles n'étaient pas inscrites dans notre cerveau, mais dans notre société, et si pour comprendre la pensée d'un peuple, il fallait d'abord regarder la manière dont il s'organise. C'est cette révolution intellectuelle que vont mener nos deux aventuriers du jour, une équipe redoutable, un oncle et son neveu, les pères fondateurs de la sociologie française, Émile Durkheim et Marcel Mauss. Dans nos dernières aventures, nous avons suivi des penseurs comme Taylor et Fraser. Leur quête était de comprendre la mentalité primitive. Pour cela, ils se posaient une question. Qu'est-ce que l'homme primitif, seul face à la nature, a bien pu penser? Ils cherchaient la réponse dans la psychologie individuelle. Durkheim et Mauss vont balayer cette approche. Pour eux, c'est une impasse. L'homme n'est jamais seul. Il est toujours membre d'un groupe. Leur nouvelle question révolutionnaire est donc: dans quel type de société cet homme vivait-il et comment cette société a-t-elle façonné sa manière de penser? Ils ne cherchent plus la clé dans le cerveau, mais dans l'organisation sociale. Leur aventure n'est pas de collectionner des croyances bizarres, mais de trouver le plan d'architecte de la société qui se cache derrière ces croyances. En 1903, Durkheim et Mauss publient un petit texte qui deviendra un classique, de quelques formes primitives de classification. Il s'appuie sur les récits d'ethnographes qui décrivent la vie des aborigènes d'Australie. Dans ces sociétés, la tribu est divisée en deux grandes moitiés, deux clans principaux, disons le clan du Kakatoès blanc et celui du Kakatoès noir. Cette division n'est pas anecdotique, elle structure toute la vie sociale. Un homme du clan du Kakatoès blanc doit épouser une femme du clan du Kakatoès noir. Chaque individu, chaque objet, chaque animal appartient à l'une des deux moitiés. Et c'est là que Durkheim et Mauss font leur découverte géniale. Ils observent que cette classification sociale ne s'arrête pas aux humains, elle s'étend à l'univers entier. Le soleil, la lumière, la chaleur, ils appartiennent au clan du Kakatoès blanc. La lune, le froid, l'obscurité, au clan du Kakatoès noir. La manière dont ce peuple classe l'univers est une copie conforme de la manière dont il classe sa propre société. Le plan de leur village est le plan de leur cosmos. La logique qui organise le monde n'est que la projection de la logique qui organise la tribu. La conclusion de Durkheim et Mauss est alors la suivante. Les grandes catégories de notre pensée, le temps, l'espace, la cause, le genre, ne nous sont pas données par la nature, elles sont des institutions sociales. Pourquoi notre calendrier est-il rythmé par des semaines de 7 jours et des week-ends? Ce n'est pas un rythme naturel, c'est un rythme social, hérité de traditions religieuses et de luttes ouvrières. Pourquoi pensons-nous l'espace avec un haut valorisé et un bas dévalorisé? Peut-être parce que nos sociétés sont hiérarchiques. Et prenez la couleur rouge. En Occident, c'est la couleur de l'amour et de la passion. En Chine, c'est celle de la chance et des fêtes. Dans certaines cultures africaines, c'est la couleur du deuil. Le rouge n'a pas de sens universel. C'est la société qui lui donne une signification. Ces cadres mentaux que nous partageons tous, sans même y penser, Durkheim les appelle les représentations collectives. Ce sont les boîtes que la société nous donne à la naissance pour que nous puissions penser le monde ensemble. Elles sont la preuve de l'existence d'une conscience collective, une pensée qui dépasse chaque individu.
L'aventure de Durkheim et Mauss est une révolution copernicienne. Ils ont déplacé le centre de gravité de la pensée, de l'individu vers la société. Ils ont prouvé que pour comprendre les croyances d'un peuple, il ne suffit pas de les trouver bizarres, il faut chercher la logique sociale qui les rend nécessaires. Ils ont fondé ce qu'on appelle la sociologie de la connaissance, une discipline qui nous rappelle que même nos idées les plus évidentes ont une histoire et une origine sociale, et que derrière chaque catégorie du monde se cache en réalité une société qui l'a rendue pensable. Dans notre prochain épisode, nous traverserons l'Atlantique pour rencontrer un homme qui va incarner la synthèse parfaite entre la rigueur théorique des Français et la passion du terrain des Anglo-Saxons. L'Allemand exilé en Amérique, Franz Boas, va mener une véritable croisade contre le racisme scientifique et devenir le père de l'anthropologie américaine. D'ici là, observez les boîtes que vous utilisez chaque jour pour classer le monde. Demandez-vous d'où elles viennent. Et surtout, restez curieux.